Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va explorer une manière fascinante de percevoir le monde au Moyen Âge, les mapes-mondes en théo. Plutôt que de présenter des informations géographiques précises, elles illustrent une vision du monde plus symbolique et plus spirituelle comme on se le représentait à l'époque, soit au Moyen Âge, entre le 9e et le 14e siècle. Mais pourquoi ces cartes étaient-elles faites de cette manière et que nous indiquent-elles sur la pensée médiévale? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, c'est au tour d'Ariane à nous parler des mapes-mondes médiévales. À toi, Ariane. Merci Laurent pour la belle introduction. Pour commencer la vidéo, c'est l'heure de la minute étymologie. Le terme mappamundi provient du terme mappa qui signifie serviette ou tissu, ainsi que du terme mundi qui signifie monde. Dès le 9e siècle, pendant la rénovation carolingienne, ces cartes apparaissent dans des manuscrits religieux ou encyclopédiques, intrinsèquement liés avec la tradition des scriptoriums. Elles sont utilisées pour illustrer les écritures saintes et faciliter leur compréhension. De fait, les mapes-mondes sont souvent présentés en tant qu'enluminures dans les marges des manuscrits et servent d'outils pédagogiques pour transmettre des enseignements religieux. Notamment sur les quelques 1100 mapes-mondes qui nous restent actuellement, près de 900 sont des enluminures dans les manuscrits. Bon, là c'est enfin l'heure de vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'une mappe-monde en théo. Imaginons d'abord un grand cercle représentant l'océan qui entoure le monde habité appelé l'œcumène. Au Moyen Âge, l'œcumène désigne la partie du monde habitée par les humains. Ce monde est perçu comme étant ordonné par Dieu, avec Jérusalem comme centre, considéré comme l'âme spirituelle du monde. C'est quand même beau comme formulation. Ce cercle est divisé en 3 grandes parties par la lettre T, formant ainsi la structure typique des mapes-mondes en théo. Prenons l'exemple classique de la mappe-monde d'Hereford réalisée à la fin du 13e siècle pour comprendre qu'est-ce que ça donne ça concrètement. L'Asie, en haut, est associée au paradis terrestre et aux origines de l'humanité. L'Europe, à gauche, représente le monde chrétien, les savoirs antiques et l'influence de l'Empire romain. L'Afrique, à droite, est souvent moins détaillée et perçue comme un continent assez mystérieux. La forme en théo de ces cartes symbolise bien évidemment la division entre les 3 continents ainsi qu'un océan qui les borde alentour. Mais plus concrètement, le T représente des espaces géographiques maritimes comme la Méditerranée et le Nil, tandis que le O, très intéressant, représente la frontière entre le monde connu et inconnu. L'eau occupe donc une place prépondérante dans ces mapes-mondes. Certaines mapes-mondes ajoutent toutefois une 4e partie, c'est-à-dire les antipodes. Prenons par exemple la mappe-monde du Béatus de Saint-Sévère, faite avant 1060 à l'abbaye de Saint-Sévère, évidemment en Gascogne, qui fait partie de la tradition des Béatus, c'est-à-dire des commentaires sur l'Apocalypse de Jean, rédigés au 8e siècle par le moine Béatus de Liébana en Espagne. Il est donc important de comprendre que les mapes-mondes médiévales ne se contentent pas de présenter une réalité géographique, mais sont chargées de symbolisme. Ces cartes étaient même souvent accompagnées de figures ou de textes qui renforçaient leur dimension spirituelle. Prenons l'exemple de la mappe-monde d'Ebstorf. La figure du Christ entoure la carte, soulignant ainsi l'importance de la création divine de l'univers. Le monde y est littéralement entouré du corps du Christ, avec sa tête en haut, ses mains sur les côtés et ses pieds en bas. Si que je vous raconte une petite anecdote sur la mappe-monde d'Ebstorf. Celle-ci a été détruite en 1943 par des bombardements alliés sur Hanovre. Donc les archives de Hanovre ont été détruites et la mappe-monde avec elle évidemment. Mais un fac-similé avait été fait auparavant de la mappe-monde, ce qui fait qu'on sait exactement à quoi elle ressemblait, même si le document d'origine a été détruit. Ces mapes-mondes étaient notamment utilisés dans l'enseignement des arts du quadrivium, c'est-à-dire l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie
et la musique, faisant ainsi partie de la formation intellectuelle des clercs. C'est donc un outil pédagogique, mais aussi un outil pour comprendre le plan divin. Puis, comme on l'a dit précédemment, les mapmondes servent aussi à diffuser une vision chrétienne de l'univers ordonné par Dieu avec Jérusalem comme centre spirituel. En ayant Jérusalem comme centre, ça nous reflète vraiment le fait que le christianisme était littéralement au centre des préoccupations. Puis aujourd'hui, on le sait bien, toutes nos cartes sont orientées vers le nord. Mais c'était pas le cas des mapmondes médiévales qui étaient orientées vers l'est, symbolisant le paradis terrestre et la lumière du Christ. Par exemple, l'Asie était associée à Sem, fils de Noé, représentant la prêtrise et la liberté spirituelle, tandis que l'Afrique, liée à Cham, symbolisait les travailleurs et les esclaves. Il y a donc déjà une caractérisation des fonctions des trois continents à cette époque. Si l'on reprend l'exemple de la mapmonde du Béatus de Saint-Sévère, on y remarque plusieurs éléments symboliques très importants à dénoter. Tout d'abord, le jardin d'Éden occupe une place centrale sur la carte. C'est là qu'on y voit Adam et Ève, ainsi que le serpent, symbolisant l'histoire biblique du péché originel et de la tentation. Autour du jardin, on remarque plusieurs fleuves sacrés comme le Tigre, l'Euphrate, le Gange et l'Indus, soit les 4 fleuves mentionnés dans la Bible. Ces fleuves symbolisent le lien entre la terre et le ciel, représentant la vie divine qui s'écoule littéralement depuis le paradis. À côté de ces éléments, la mapmonde met aussi en évidence l'expansion de la mission chrétienne, soit l'évangélisation. On voit des symboles et des inscriptions qui montrent où l'Église s'est répandue, indiquant les peuples évangélisés. On peut remarquer ça par des petits bâtiments un peu partout sur la carte qui représentent des églises marquant cette évangélisation. Les lieux sacrés comme Jérusalem, Rome et le plus important sur cette carte par sa grandeur, Saint-Sévère, sont indiqués par des églises plus grandes, ce qui souligne leur importance spirituelle majeure. Reprenons aussi l'exemple de la mapmonde d'Ebstorf, cette immense mapmonde de 12 mètres carrés. Sur cette mapmonde, le jardin d'Éden avec Adam et Ève est aussi à l'est, mais près de la tête du Christ, et Jérusalem est placé au centre de la carte. Mais considérant que le Christ entoure l'œcumène, Jérusalem est à la place de son nombril. Puis justement, dans la Bible, Ézéchiel aborde Jérusalem comme étant l'ombilic de la terre, ce qui, selon lui, symbolise la victoire du monde sur la mort et les ténèbres. Loin de se limiter à une simple carte géographique, justement, cette mapmonde est aussi une représentation chrétienne du monde et de l'humanité parce qu'elle nous montre que les événements ont commencé au berceau de l'humanité, l'Orient, et se déplacent vers l'Occident, symbolisant le passage du temps et l'approche de la fin des temps, c'est-à-dire l'Apocalypse. En tout cas, tout ça nous est rapporté par Hugues de Saint-Victor, un moine théologien et philosophe du XIIe siècle. Merci Hugues, tu nous économises beaucoup de travail d'interprétation. Pour conclure cette belle capsule, j'aimerais vous rappeler que les cartes en théo ne sont pas des cartes géographiques comme nous les connaissons aujourd'hui. Elles représentent un monde vu à travers un prisme spirituel et symbolique, où chaque continent, chaque élément présent sur la carte a une signification dans la foi chrétienne. Ces mapmondes sont donc un excellent témoin de ce que les contemporains du Moyen Âge pensaient de leur univers et du monde dans lequel ils vivaient. C'est un mélange de mythes et de réalité qui nous démontre la pensée médiévale et qui nous offre un aperçu fascinant des croyances et des valeurs de l'époque. Un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu ou un commentaire. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.